Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants, toujours en pédiatrie, on va continuer dans le cours des arthralgies. On va continuer dans l'arthrite juvénile idiopathique. Dans cette partie, on va voir les formes systémiques, les manifestations cliniques, les examens paracliniques et radiologiques et la prise en charge. Donc, vous allez trouver comme d'habitude tous les supports dans la description à télécharger. N'oubliez pas, chers amis, toujours à abonner afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas aussi un maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, on va détailler les formes systémiques. Donc, premièrement, notez bien, on a de la fièvre qui est un signe essentiel devant une atteinte inflammatoire. D'abord, c'est parmi les critères de définition d'une arthrite. Donc, la fièvre là, elle est oscillante entre 37,5 et 39 degrés au cours du nictémère. Donc, elle va survenir la nuit. Donc, elle va augmenter, la fièvre, elle va augmenter, arriver à 39 degrés au nictémère pendant la nuit. Cette fièvre, elle va être rebelle aux antipyrétiques. C'est parmi les caractéristiques des douleurs inflammatoires. Elle évolue depuis plus de 15 jours. Donc, c'est pas pathologie aiguë de quelques jours. Donc, elle va évoluer de plus de 15 jours avec une altération de l'état général. Donc, premier signe dans l'arthrite juvénile dans sa forme systémique, la fièvre, elle est oscillante, notez bien ce terme-là. Donc, elle va varier entre 37,5 et 39 au cours du nictémère. Elle va augmenter bien sûr dans la nuit. Elle est rebelle aux antipyrétiques. Plus de 15 jours de durée d'évolution et elle est associée à l'altération de l'état général. Aussi, on peut noter en l'arthrite, deuxièmement, les signes, c'est de l'éruption cutanée. Donc, deuxièmement, les éruptions cutanées dans les formes systémiques qui ont une grande valeur diagnostique, c'est de 90% des cas. Et ces éruptions-là vont être formées par un érythème localisé qui est fugace ou bien de macropapules. Donc, un œdème maculopapulaire ou bien un érythème localisé. Donc, soit des éruptions ou un urticaire fugace. Ils vont survenir, notez bien, c'est au niveau du clocher thermique. D'abord, c'est parmi les critères et ces éruptions fébriles, ils vont apparaître au sommet, au clocher thermique. Ils siègent au niveau des membres et au niveau des troncs. Donc, premièrement, la fièvre oscillante, le signe essentiel. Le deuxième signe, c'est les éruptions cutanées. Ils peuvent être un érythème localisé ou bien des maculopapules. Un érythème maculopapuleux, il a une grande valeur, mais cette fois-là, grande valeur diagnostique. D'abord, 90% des cas, on va noter cet érythème-là, les éruptions, l'urticaire, ils vont survenir, notez bien, c'est au niveau de cloche thermique, ils vont siéger au niveau du membre et au niveau du tronc. Troisième atteinte, troisième localisation, c'est les organes lymphoïdes. Et là, on va parler une splénomégalie qui est modérée. On peut noter même une adénopathie dans 30% des cas. Et certains cas qui sont rares, on peut noter aussi une hépatomégalie qui est aussi rare. Donc, la splénomégalie, elle est modérée. L'adénopathie, dans 30% des cas, est en rare cas. L'hépatomégalie, mais elle est exceptionnelle. Quatrième localisation, une atteinte des séreuses et des viscères. Là, on peut noter des atteintes graves. C'est la péricardite, une atteinte pleurale. Donc, parfois, elle est associée à cette péricardite et une atteinte péritonéale qui va traduire par ces douleurs abdominales qu'on a citées premièrement. Donc, l'arthrite juvénile peut atteindre les séreuses et les viscères. Et même aussi, on note des manifestations dans ce cas-là. Ils sont articulaires. Cinquième localisation, cinquième manifestation, elle est articulaire. Donc, là, c'est l'atteinte du pleuve. Là, c'est la péritonite. Elle peut être secondaire à la péricardite. Et là, ce sont les atteintes des articulations, les manifestations articulaires. Là, on peut noter des arthrites vraies. Et parfois, il peut s'agir des simples arthralgies.
Ces atteintes, notez bien, ils sont symétriques. Elles touchent le poignet, le genou et le coude et les petites articulations du doigt, du rachis. Là, c'est un exemple. Ce sont des atteintes métacarpiennes. Donc, le rachis cervical, les hanches, les articulations temporomandibulaires peuvent aussi être atteintes. 25% des cas, l'atteinte peut être polyarticulaire. Donc, dans les formes diffuses, les petites articulations métacarpophalangiennes, comme illustré à gauche, peuvent être touchées. Et cette manifestation articulaire, elle va évoluer par poussée entrecoupée de rémission selon l'évolution de l'atteinte systémique. Donc, là, on note l'atteinte des petites articulations métacarpiennes. Donc, si on récapitule l'atteinte systémique, la fièvre premièrement, oscillante, les éruptions cutanées, les manifestations cutanées de l'atteinte. Donc, ça commence premièrement par de la fièvre. Dans les atteintes systémiques, on peut noter aussi les éruptions cutanées maculopapilleuses. Aussi les atteintes lymphatiques, la splénomégalie, surtout les adénopathies dans 30% des cas. Les atteintes des séreuses, on peut noter, faites attention aussi, une péricardite, une atteinte pleurale associée et même une atteinte péritonéale, donc ce qui traduira la douleur abdominale. Autres atteintes qui sont situées bien sûr soit de façon symétrique sur le poignet, le genou, le coude, les petites articulations du poignet, le rachis cervical, les hanches et même les articulations temporomandibulaires. Et parfois, on peut associer dans la forme systémique, dans 25% des cas, des formes qui peuvent être polyarticulaires dans les formes diffuses, mais cette fois-là, ils vont atteindre les petites articulations métacarpophalangiennes qui sont mieux illustrées à gauche là. Donc, j'espère que vous avez noté tous les critères selon les manifestations systémiques, tous les signes cliniques devant une arthrite juvénile dans sa forme systémique. Donc, on va passer maintenant à la biologie. Donc, bien sûr, on va avoir un bilan inflammatoire qui est constant, mais il est non spécifique. Donc, premièrement, le bilan inflammatoire. Donc, comme on a dit précédemment dans la première partie, donc c'est la CRP, la vitesse de sédimentation qui peuvent être accélérées. Elle peut atteindre les 3 chiffres à la première heure. Un taux de fibrinogène élevé. Si on peut noter une hyperleucocytose majeure par une polynucléaire neutrophile, une neutrophilie, une hyperplaquétose et une anémie inflammatoire. Donc tout ça, c'est un tableau d'un syndrome inflammatoire qui va être traduit en biologie dans la numération de la formule sanguine, dans la CRP et la vitesse de sédimentation. Bien sûr, l'électrophorèse des protéines, on va noter une hypergamma-globulinémie qui est toujours présente dans les pathologies auto-immunes. C'est le cas de cette pathologie-là inflammatoire dans la forme systémique. Un bilan immunologique, on va noter, faites attention, un FAN qui est négatif, un facteur antinucléaire qui est négatif, c'est pour éliminer le lupus toujours. Je répète, on pose le diagnostic d'une arthrite juvénile après l'élimination du lupus. C'est pour cela qu'on va doser le FAN, le facteur antinucléaire qui est négatif. Donc faites attention dans vos cas cliniques. Donc, selon les critères biologiques, on note un syndrome inflammatoire non constant, une hypergamma-globulinémie dans l'électrophorèse des protéines, mais, je répète, mais un facteur antinucléaire négatif. Donc, on n'a pas là de lupus et un facteur rhumatoïde négatif. C'est pas de la polyarthrite rhumatoïde là, c'est de l'arthrite juvénile, je répète, dans sa forme idiopathique. C'est primordial. Après la biologie, on va passer à la radiographie. Donc, et c'est la radio standard qui va nous permettre de voir les lésions. Donc, elle va intéresser les articulations qui sont symptomatiques. Les lésions là, ils vont évoluer ou bien ils sont classés selon 4 stades. Selon la classification de Steinbroker que vous êtes censé de les retenir. Donc, l'arthrite juvénile, elle va évoluer à 4 stades. 4 classifications selon la classification de Steinbroker. Donc, le stade 1,
on va noter un gonflement des parties molles, une ostéopénie et une opposition périostée. Aucun pincement articulaire, aucune manifestation qui témoigne de lésion qui est là. C'est juste un gonflement des parties molles, une ostéopénie et une opposition qui est, dans ce cas-là, elle est périostée, la lésion, elle est superficielle. Donc, stade 1. Deuxième stade, on va noter un pincement articulaire. Donc là, ça va commencer les signes d'arthrite. Donc, un pincement articulaire là. Troisième, stade 3, on va noter une érosion osseuse. Stade 4, on va avoir une ankylose articuleuse. Donc, ça nous fait rappel, toujours en rhumatologie où on a abordé l'arthrite dans ses formes inflammatoires, l'arthrose, où on a abordé l'arthrite septique et la polyarthrite rhumatoïde et la spondyloarthrite ankylosante. Donc, vous voyez la ressemblance. Mais je répète, un fan négatif, un facteur rhumatoïde toujours négatif, c'est l'arthrite juvénile dans sa forme idiopathique. Donc, stade 1, un simple gonflement des parties molles, une ostéopénie, une opposition périostée. Stade 2, un pincement articulaire. Une, et de stade 3, une érosion osseuse. Stade 4, c'est le stade final vers une ankylose articulaire. C'est le dernier, c'est le quatrième stade. Ça, c'est l'échographie. Plutôt, ça, c'est la radiographie. C'est l'examen de première intention qui va nous permettre de voir les lésions devant arthrite ou arthrose. Devant toute arthralgie, votre réflexion, c'est voir et prescrire un radio standard. Ce radio standard, il est suivi par une échographie articulaire. Donc, ça va évaluer l'activité de la tête articulaire dans sa forme inflammatoire. Donc, dans l'échographie, ça va nous montrer la présence d'un épanchement articulaire ou un épaississement synovial. Donc, on va voir une membrane synoviale qui est apaissie toujours. Ça, c'est l'aspect échographique. On va noter l'épanchement, c'est du liquide. Donc, c'est des structures anéchrogènes. Et on va voir un apaisissement, une opacité de la membrane synoviale qui va témoigner de l'inflammation. L'IRM, troisième examen à prescrire, c'est l'IRM. Donc, en particulier, c'est le plus efficace. Donc, c'est un diagnostic précoce. Il va diagnostiquer la synovite, même si elle est minime. Donc, toujours, l'IRM, c'est un examen de haute affinité. Va détecter de façon précocement l'atteinte, la synovite, même de façon qui est minime. Donc, ça nous fait rappel toujours à la rhumatologie. Donc, c'est une exploration de l'articulation. Il est utilisé comme exploration d'articulation temporo-maxillaire et même des hanches. D'autres examens, donc, on peut prescrire un ECG. Donc, il est fait de façon systématique. Donc, ça, c'est à noter. Pour rechercher des troubles de repolarisation, la péricardite, mais est rarement une myocardite. Donc, on a dit que parmi les manifestations cliniques, les atteintes systémiques, on peut noter une péricardite. Donc, un ECG, il est essentiel, il est primordial, il est à prescrire de façon systématique devant une arthrite juvénile dans sa forme systémique. Donc, faites attention dans vos cas cliniques. C'est la radiographie en premier lieu. On peut ajouter de l'échographie qui va nous permettre de visualiser l'épanchement et l'épaississement de la synoviale. Elle peut être affirmée par l'URM et l'examen de haute affinité qui va détecter la synovite même à petite ou à une abondance minime. Le CG de façon systémique pour rechercher une péricardite qui va se manifester par des troubles de repolarisation. Dernièrement, on peut conclure par un examen ophtalmologique pour rechercher l'uvite antérieure. Donc là, vous voyez les atteintes. Ça, c'est l'uvite. Plutôt, ça, c'est l'iridocyclite. Donc, dans les atteintes ophtalmiques, ça va ressembler à la spondylarthrite où on peut noter de l'uvite antérieure. Donc, vous allez trouver les signes de ressemblance entre ce cours-là et les pathologies rhumatismales qu'on a vues en rhumatologie. Ça ressemble à la polyarthrite rhumatoïde, à la spondylarthrite ankylosante, mais ils sont
des diagnostics à éliminer devant un terrain, devant l'âge, devant l'atteinte qui est juvénile. Je répète, l'âge de survenue, c'est moins de 16 ans, avec diagnostic d'élimination de ces pathologies qu'on a déjà citées. Et bien sûr, un facteur rhumatoïde, je répète, négatif, un facteur antinucléaire négatif, toujours. Ça, c'est le diagnostic de certitude. Une arthrite juvénile dans sa forme idiopathique. Ça, c'est l'atteinte qui est systématique. Donc, on conclut dernièrement par la forme oligo-articulaire. Donc, on a vu la forme systémique, la forme polyarticulaire. Donc là, on récapitule la forme oligo-articulaire qu'on a vue dans la première partie. Donc, elle n'affecte que 1 à 4 articulations durant les 6 premiers mois d'évolution. Cette forme oligo-articulaire, elle a une prédominance, cette fois-là, elle est féminine. Le sexe ratio, c'est 8 femmes pour un homme. L'âge de survenue, l'âge préférentiel de survenue, c'est entre 2 et 4 ans. Avec une atteinte oculaire. Là, c'est l'iridocyclite qui est chronique. Donc là, on note une atteinte oligo-articulaire. Donc ça, c'est au niveau des membres inférieurs, au niveau de cheville, avec une iridocyclite. Là, la prédominance, elle est féminine. Un sexe ratio de 8 femmes pour un homme. Et je répète toujours, c'est la forme oligo-articulaire. On récapitule. Donc, 1 à 4 articulations. Au-delà de 5, je répète, nous sommes devant une forme qui est polyarticulaire. Avant de conclure le cours, on va voir dernièrement la prise en charge et le traitement. Donc, le but de traitement, c'est d'arrêter le processus inflammatoire premièrement, prévenir les déformations. Donc, l'arthrite, elle va causer des déformations comme on a vu toujours en rhumatologie et assurer l'enfant une vie qui est aussi normale que possible. Donc les moyens thérapeutiques, on dispose premièrement, donc c'est une inflammation, on dispose premièrement des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc on a le cas là de naproxène et l'indomethacine, donc qui sont prescrits en première intention. Donc on commence par les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc le naproxène, l'indomethacine. Et on va passer, si ça ne marche pas, à la corticothérapie à dose de 2 mg par kilogramme par jour. Donc, cette corticothérapie, bien sûr, elle est à administrer avec les adjuvants. Donc, pour éviter les effets secondaires de la corticothérapie qu'on a vu dans le cours du syndrome néphrotique. Donc, la corticothérapie, elle a ses effets secondaires selon le court terme et ou bien le moyen et le long terme. Donc, c'est la corticothérapie avec les adjuvants jusqu'à arriver à une amélioration clinique. Et après ça, on va faire la dégression qui va être très lente par palier. Donc, on va passer à 5 mg par semaine pour arriver à 10 mg un jour sur deux sur une seule prise. Donc, traitement médical, les anti-inflammatoires non stéroïdiens en premier recours, le naproxène, l'idométacine, bien l'indométacine. On va passer deuxième plan sur la corticothérapie avec les adjuvants toujours les effets secondaires de la corticothérapie. On a ou bien on dispose des traitements s'il existe une résistance. Si la corticothérapie ne marche pas, on va passer aux anti-TNF. Donc là, c'est le cas de l'anakinra, donc à dose de 2 mg par kilogramme. Et on n'oublie pas la kinésithérapie qui est très utile devant les arthrites. Donc, je répète, pour la prise en charge, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la corticothérapie, les anti-TNF et de la kinésithérapie. Ce sont les 4 points à retenir donc, comme thérapeutique de l'arthrite juvénile. On conclut le cours avec citer quelques autres étiologies qui peuvent causer une arthrite, bien une arthralgie, une douleur chez le terrain infantile. Donc, premièrement, le rhumatisme articulaire aigu, post-infectieux. Aussi, on note l'arthrite ou bien
L'ostéoarthrite, cette fois-là dans la forme septique, je vous invite à consulter l'arthrite septique. On a abordé les critères en détail. L'arthrite virale aussi. L'arthrite réactionnelle. Donc, en cas d'atteinte de Salmonella ou de Yersinia, ou bien une atteinte pulmonaire, c'est le cas du Mycoplasma pneumonia. L'arthrite de Lyme, qui va survenir après la pique de la tique. Je vous invite à consulter le cours de la fièvre boutonneuse méditerranéenne où on a abordé le syndrome l'arthrite de Lyme, la maladie de Kawasaki, les néoplasies, les ostéites inflammatoires. Donc, je vous invite à consulter le cours des ostéites et des ostéomyélites chez l'enfant pour mieux comprendre et ne pas confondre aussi la douleur de croissance. Donc, c'est pour cela qu'on a insisté sur les 3 critères pour poser le diagnostic d'une arthrite juvénile. Donc, c'est l'élimination de tous ces critères-là sous toutes ces étiologies afin de poser le diagnostic d'une arthrite ou bien d'une arthrite juvénile idiopathique. Donc, c'est ce qui est écrit là dans la dernière plaque. Donc, le diagnostic d'une arthrite juvénile ne doit pas être retenu qu'après avoir éliminé toute hypothèse, autre pathologie inflammatoire ou néoplasique. Et si on élimine tous ces critères-là avec un facteur rhumatoïde négatif, un facteur antinucléaire qui est négatif, là on va poser le diagnostic d'une arthrite dans sa forme juvénile qui reste la cause la plus fréquente d'arthralgie et ou bien de douleurs articulaires chez l'enfant. Donc ça c'est tout pour l'arthrite et l'arthralgie. Donc j'espère que les deux parties sont utiles. Je vous rencontrerai prochainement, chers amis, dans la suite du module. Merci pour votre attention, comme toujours. Bon courage et à la prochaine.